Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. On se retrouve pour parler du Tour de Lombardie. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. Enfin, on va surtout revenir sur les tops et les flops, puisqu'on va pas faire de résumé de la course. De toute façon, c'est très simple. Il y a eu une échappée. Ensuite, UAE a décidé de fracasser le peloton. Et à la fin, c'est Pogačar qui s'est imposé. Il n'y a pas besoin de faire plus long. Donc, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. Top, flop. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et puis pour me soutenir également, si vous n'avez pas les moyens, vous ne voulez pas donner de l'argent, je le comprends, eh bien vous pouvez essayer de cliquer le plus rapidement possible sur les notifications, sur les miniatures dès que vous les voyez. Comme ça permet de mettre la vidéo en avant par YouTube. Ce Tour de Lombardie, bon, en termes de suspense, on va pas se mentir, ça n'a pas été exceptionnel. Ce qui m'a surpris, en fait, dans cette édition du Tour de Lombardie, c'est qu'il n'y a pas eu de surprise. En gros, ce que j'avais imaginé, c'est produit. C'est-à-dire une échappée matinale. Je me disais qu'il y a des coureurs qui essayeraient d'anticiper. Je pensais pas Tibéri, pour tout vous dire. Je pensais pas que ça serait la Bahreïn, mais je me disais... Il y a des coureurs qui vont tenter d'anticiper parce que Pogačar fait peur depuis le Grand Prix d'Émilie, enfin le championnat du monde Grand Prix d'Émilie, le mec fait peur. Hein. Maintenant, il est juste, il est juste en ce moment au-dessus du lot, donc il fait peur. Je me disais, dès qu'ils vont peut-être essayer de piéger comme ça la UAE. Sauf que comme je l'avais dit, le collectif de la UAE aujourd'hui, c'est aussi un collectif qui est au-dessus du lot sur ce type d'épreuve. Donc il a concassé tous les adversaires. Pourtant sur des pentes qui n'étaient pas si extrêmes que ça, mais ils ont commencé à rouler à plus de 150 bornes de l'arrivée, en gros. Maïka a fait encore un énorme boulot. Lui, il fait une grande saison, Maïka, en tant qu'équipier. Vous avez aussi Sivakov. Vous avez... toute l'équipe UAE a quand même encore été assez incroyable. Et puis après, derrière, vous avez Pogačar qui part seul. Remco qui fait deux. Ce qui est peut-être même presque la plus grosse surprise parce que Remco nous avait pas vraiment, m'avait pas donné vraiment de garantie sur cette deuxième place sur ses dernières sorties. Donc c'est peut-être presque la plus grosse surprise. Mais que l'écart soit énorme entre Pogačar et les autres, je suis pas surpris. L'écart était énorme au Grand Prix d'Émilie. Je pense qu'il est vraiment à son pic de forme là, ce qui n'était pas du tout le cas à Québec et Montréal. Et puis oui, il a été au-dessus. Et puis sur une course qui a été à plus de 42 de moyenne pendant toute la journée, parce que quand j'ai regardé la moyenne à 150 bornes de l'arrivée, on était à 42,4 et on finit à 41,9. Donc c'est-à-dire pendant toute la journée, on a été à plus de 42 de moyenne. On est quasiment à l'horaire le plus rapide. On est sur 6h04 de vélo. Alors c'est pas l'édition la plus rapide, mais sur ce format-là, 255 bornes, ça doit être l'année dernière par exemple, si je compare la moyenne de 2000, l'année dernière on était à 40 km/h 163 et en 2022 on était à 39 804 et en 2021 on était à 39 652. Voilà, donc c'est vraiment l'édition une des éditions les plus rapides en vitesse de ces dernières années. Donc plus c'est rapide, plus c'est dur, plus ça favorise les meilleurs, donc plus ça favorise Pogačar. Là, il n'y a pas de surprise. Non, la surprise pour moi, c'est presque Remco Evenepoel, parce qu'après, Ion Izagirre, cette année, s'en sort bien sur les classiques. Ciccone, il est toujours là. Voilà. Enric Mas, il est 5. Van Eetvelt est 7. Donc il est quand même dans le top 10. Qui j'avais mis d'autres dans les tops? Pidcock, mais bon, au final, il a été retiré d'Ineos. Et non, c'est Buitrago, en fait, qui s'est planté. Parce que j'avais mis Gaudu, Gaudu en coureur à suivre, qui a été un petit peu en difficulté allant du Hanesson, mais c'était quand même un peu une grosse cote. Tibéri, qui n'a pas vraiment existé, et Gaudu. Pour moi, presque la plus grosse surprise, c'est Evenepoel par rapport à ses dernières sorties. Mais si on regarde sa saison globale, Evenepoel a fait une très bonne saison. Mais en fait, ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'y ait pas de surprise. C'est qu'il n'y ait pas un coureur que je ne m'attendais pas qu'il soit là dans le coup.
C'est, je sais pas moi, un Storer, par exemple, qui aurait fini sur le podium. C'est vrai que ces dernières années, on avait toujours une surprise, un coureur qu'on n'attendait pas et qui arrivait à, à faire la différence sur ce type de parcours. Donc, c'est plus ça, en fait, qui m'a surpris sur cette édition 2024. Donc, voilà, bon, c'est le fait qu'il n'y ait pas de surprise. En fait, le scénario qu'on a vu, c'est un scénario auquel on s'attendait. Le fait qu'il attaque à Sornano, on s'y attendait, c'est la côte la plus importante. Donc voilà, c'est plus ça qui m'a surpris, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de surprise sur cette édition. Bon, bien entendu, ça a fait ressortir, ça a fait ressurgir, vu que l'attaque en plus de Pogacar est assez détonnante, ça a fait ressurgir encore une fois les rumeurs de dopage autour du Pogacar. On fera une vidéo la semaine prochaine, puisque on arrive dans la dernière semaine de la saison. On fera une vidéo sur la domination, sur des explications à la domination de Pogacar en 2024. On parlera certes peut-être de dopage, mais on parlera aussi d'autres raisons qui peuvent expliquer la domination de Pogacar par rapport aux autres. Parce que si Pogacar, potentiellement, est dopé avec des produits qui ne sont pas remarqués par les agences antidopage. Remco Evenepoel peut le faire aussi, Ciccone peut le faire aussi, Yannis Aguirre peut le faire aussi. C'est pas la seule explication. C'est-à-dire quand les gens me donnent Pogacar domine, dopage. Il faudrait se contenter de ça. C'est ça, hein, pour certains. C'est un peu la solution de facilité quand même. Alors oui, il y a peut-être des produits, déjà dopage. Pour l'instant, on n'en a pas la preuve, hein. C'est toujours le même problème. Mais si tu dis juste c'est dopage, bah non, ça suffit pas quoi. Le raisonnement, il n'est pas suffisamment bon. Et là, on va en reparler un petit peu dans cette vidéo, mais je ferai vraiment une vidéo complète sur pourquoi Pogacar a autant dominé cette saison. Et vous verrez qu'il y a des raisons, peut-être que vous avez oubliées, auxquelles vous n'avez pas pensé. Je pense que c'est une vidéo qui peut être intéressante. Et peut-être que vous-même, vous aurez des arguments dans les commentaires du côté de cette vidéo-là, où vous me donnerez peut-être vos arguments, tiens, dans les commentaires tout de suite. Bon, on va pas traîner plus que ça. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Il n'y aura pas beaucoup de surprises dans les coureurs au top. Hein. Il n'y a pas un coureur où vous allez être surpris. Bon, Pogacar, bah au-dessus, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Il colle 3 minutes en 40 bornes, donc c'est 1 minute quasiment par tranche de 10 km. Allez, un peu moins, mais bon, c'est 40 secondes par tranche de 10 km, donc c'est vrai que c'est énorme. Il a été impressionnant, mais moi, plus que Pogacar qui m'a impressionné, c'est son équipe. Déjà, on savait qu'elle était dense, son équipe au départ. La UAE au départ, j'avais dit, ça va être dur de les battre. C'était surtout moi par rapport à l'équipe. Parce que je me disais, même si un coureur arrivait à anticiper, à attaquer, tu avais tellement de coureurs dans cette formation que ça allait être difficile. Pourtant, on a perdu quand même des éléments sur cette équipe classique. Les Formolo, Ulissi sont partis. Et tu vois qu'il y a toujours de la réserve chez UAE. C'est ça qui est affolant dans cette équipe. C'est qu'il y a toujours de la réserve. C'est-à-dire que, allez, t'as pas Ayuso, bim, t'as Marc Hirschi. T'as pas Adam Yates, c'est pas exceptionnel, t'as Sivakov. T'as pas Almeida, pas de problème, il y a Maïka. Il y a, on a décidé de pas mettre, je sais pas, Covey, bah c'est pas de problème, il y a Finn Fisher Black. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour moi, c'est ça le plus gros problème avec UAE, c'est pour ça que je suis pour les budgets capés. C'est qu'ils ont la capacité d'avoir une équipe A, une équipe B, une équipe C qui soit toujours aussi performante. Groupama n'est pas en capacité de faire ça. Ils ont une équipe A, quelques coureurs pour faire remplacer en cas de problème. Mais là, par exemple, on gagne du côté du AE, il n'y a pas McNulty, il n'y a pas Domen Novak, il n'y a pas Gross-Schartner, il n'y a pas Del Toro. Il n'y a pas Ayuso au départ. Il n'y a pas Baroncini qui finit bien. Il n'y a pas Jevine. Il n'y a pas Tim Wellens. Il n'y a pas Morgado. Il n'y a pas Solé aussi. Ulissi n'est pas là. Il n'y a plus Formolo.
Mais c'est là où tu vois que cette équipe, ce qui fait sa force et ce qui fait son ultra domination, comme la Visma de l'autre côté, c'est leur capacité à avoir des équipiers qui sont en fait des leaders. Et ça, il y a très peu d'équipes qui sont en capacité financièrement de le faire. Et c'est ça le gros problème actuellement du cyclisme, de ce cyclisme à 4, 5, 6 vitesses, je ne sais pas combien de vitesses il y a aujourd'hui dans le cyclisme, c'est les écarts de budget. UAE, c'est 60 millions d'euros. Intermarché, c'est 15. Intermarché ne peut pas faire la même chose que UAE. Et vous voyez que même en World Tour maintenant, une équipe comme Intermarché, une équipe comme Arkea, une équipe comme DSM ont beaucoup de mal à exister. Actuellement, c'est quelques fois dans l'année que ces équipes-là vont être visibles. Mais sur, allez, je dirais 80% de la saison, ces équipes-là sont inexistantes. Elles servent de faire valoir à des formations comme UAE, à des formations comme Visma. Là, moi, ce qui m'a impressionné, plus même que Pogacar. Pogacar, il part à 50 bornes de l'arrivée, mais on l'a vu faire des raids bien plus longs que ça. Cette année, mais même les années précédentes, quand il gagne l'Estrade Bianche, c'est 60 bornes, je crois, qu'il fait en tête de la course. La classique à Rennes, Paris-Or, il était parti aussi super loin sur ces courses-là. Donc, c'est presque moyennement surprenant. 48 km maintenant, Remco est capable de faire plus, a déjà fait plus. C'est pas si exceptionnel que ça maintenant dans le cyclisme actuel. Van Der Poel a déjà fait plus, Tom Boonen a déjà fait plus, Cancellara a déjà fait plus. Donc c'est pas si impressionnant que ça quand tu regardes sur les 15 dernières années. Moi, ce qui m'impressionne, c'est sa capacité à changer de rythme là. C'est vrai que son attaque, elle est vraiment hyper percutante. Quand il accélère, il met une menace épouvantable à ses adversaires. C'est-à-dire qu'il change de rythme, les autres sont même pas en capacité de réagir. Surtout que là, Remco était dans la roue par rapport au championnat du monde. Là, il y a incapacité de réagir. Ça m'a rappelé, oui, alors certains ont dit ça rappelait Rico, c'est vrai, à l'époque de la Saunier Duval. Moi, ça m'a rappelé Contador. Cette capacité à changer de rythme, les manières de courir de Contador, Andy Schleck, qui était capable de faire des grosses menaces, Joaquim Rodriguez aussi, des grosses accélérations comme ça, sur un laps de temps assez court, mais qui explosait les adversaires, et ensuite il reprenait un rythme de croisière qui était un petit peu plus faible. C'était un peu la manière dont on courait à la fin des années 2000. Les montées se faisaient par beaucoup d'à-coups. C'était que des à-coups. Il y a des coureurs qui supportaient pas ça. Je me souviens de John Gadret supportait pas ça. C'était que des à-coups, des à-coups, des à-coups. Et les mecs mettaient des menaces. Ils enchaînaient les menaces. Ben là, Pogacar, il en a mis une bonne de menaces. Et c'est vrai que personne n'est en capacité de suivre. Personne n'a essayé de suivre, mais là, personne n'est en capacité de suivre l'attaque. Quand il change de rythme, il n'y a rien à faire. Et ensuite, il prend très vite la minute d'avance. Aussi parce que Remco Evenepoel s'excite un petit peu sur Van Eetvelt, par exemple. Parce que c'est vrai que certains ont dit, sur le plat, preuve, c'est du dopage. Toujours dans cette vision un petit peu fermée avec les œillères. Il est forcément dopé. Forcément dopé avec un produit genre OPO ou un truc comme ça, dans la tête de certaines personnes. Il va 3 km/h plus vite sur le plat que Remco Evenepoel. Je crois dans les données Strava, pour vérifier, parce que je ne regarde pas Strava. Bon, il va 3 km/h plus vite. Pour certains, 3 km/h plus vite, voilà, c'est 3 km/h, ça doit être 10% de performance, à peu près. Parce que sur le plat, il devait être à 30-35, quand Remco donc, serait 10% de moins. C'est à peu près ça. La particularité sur cette portion de plat, c'est que déjà, quand il fait l'attaque, Sivakov, Maïka ont fait un énorme tempo depuis le pied de Sornado. Donc ça fait 6 km, un truc comme ça, qu'on est à grosse intensité. Parce que quand Pogacar attaque, ils sont 20 dans le peloton. Ils sont une vingtaine de coureurs dans le peloton à ce moment-là. Sauf que dans ces 20 coureurs-là, il y en a déjà 10 qui ne peuvent plus gagner. T'en as 10 qui sont... le peloton est complètement en file indienne à ce moment-là. T'as des mecs qui sont au rupteur. Les 10 derniers sont déjà au rupteur, rien qu'avec le rythme de Sivakov. Et les 10 autres ont un physique qui est largement entamé. Parce que ça fait 160 bornes, enfin pas 160 bornes, mais ça fait 120, 130 km que ça roule avant.
avec un rythme, encore une fois, qui n'a pas ralenti quasiment toute la journée. On est sur du 42 de moyenne quasiment pendant toute la journée. Donc au bout d'un moment, ça explose, quoi. Ça explose, tout simplement. Ce qui fait que quand tu es au rupteur comme ça, sur une phase de place, c'est très compliqué. Parce que tu viens de grimper. Donc tu viens de grimper une pente, allez, 7-8%, tu étais sur le petit plateau, bam, tu repasses sur le plat. Il faut être en capacité de remettre du braquet. Sauf que quand tu as le cœur qui est au niveau de la boîte à gants, comme on dirait, que tu as le cœur qui est à fond, c'est impossible de remettre du braquet. Et souvent, on le voit, quand Remco gagne une année Liège-Bastogne-Liège, il part dans la côte de la Redoute, mais il part au sommet de la côte de la Redoute, pas au milieu de la pente. Pas là où il y a le plus de pente, quasiment. Il part au sommet avec son attaque, là où il est quasiment en train de faire... T'as la roue qui décolle, la roue arrière qui décolle du sol. Ouais, cette image, elle est impressionnante de Remco Evenepoel. Il part à ce moment-là parce que les autres sont pas en capacité de remettre du braquet. Et tout de suite, il prend 20-30 secondes d'avance. Parce que dans ces phases-là, vous pouvez faire des gros écarts. La différence entre Pogačar et Remco Evenepoel à ce moment-là, c'est que Pogačar, il n'est pas à fond. Il n'est pas encore à fond, ou il est à 95%. Remco Evenepoel, lui, il est à 100, voire au-dessus de 100%. Il est au maximum là, de ce qu'il peut faire. Donc, en termes de VMA, on pourrait dire il est à 105. Il est à 106% peut-être de ses capacités. Il n'est plus en capacité de remettre du braquet. En plus, dans cette période-là de plat, dans ces kilomètres-là de plat, les gens ont oublié, ils demandent des relais à Van Eetvelt. Van Eetvelt, dans un premier temps, ne veut pas passer les relais. Il y a Enric Mas derrière qui, lui, bouffe un gel. Mais s'il est en capacité de bouffer un gel, c'est que ça ne roule pas à un rythme incroyable non plus, du côté de Remco Evenepoel. Parce que Enric Mas bouffe son gel. Et à ce moment-là, alors vous avez certes Pogačar qui discute avec l'assistant sur le bord de la route, avec Mauro Gianetti. Il va lui demander où sont les bidons. Ce qui montre qu'il n'était pas encore à 100%, et donc ce qui n'était pas à 100% avant dans la bosse, qui était à 95% de ses capacités, un truc comme ça, parce qu'il est encore en capacité de parler à ce moment-là. Et surtout, ça montre que Remco, lui, était à fond, il s'énerve, il manque de lucidité, je pense encore une fois, comme on a vu au championnat du monde. Il demande un relais à Van Eetvelt, Van Eetvelt va passer un relais, c'est le relais le plus bâtard de l'histoire. Il passe un relais, je ne sais même pas si on peut appeler ça un relais de courtoisie de la part de Van Eetvelt, parce qu'il passe vraiment un relais, ça ralentit complètement le rythme. Remco est obligé de repasser devant, il comprend bien qu'il n'aura pas la collaboration des deux. Mais très clairement, le rythme était plus lent dans le groupe derrière à ce moment-là, parce que la collaboration... Encore une fois, Remco demande de l'aide à des adversaires qui ne veulent pas l'aider et qui sont déjà contents d'être là dans sa roue. Et il n'a pas encore compris qu'il fait partie des meilleurs coureurs du monde et qu'il ne faut plus demander en fait, dans ce genre de situation des relais aux autres. Pogačar, par exemple, si l'année prochaine, il est dans la situation de Remco Evenepoel cette année et qu'il demande un relais, personne ne lui donnera le relais. C'est pareil, c'est pas parce que c'est Remco Evenepoel, ça sera pareil pour les autres. C'est pas l'armée du salut non plus, le cyclisme. Et là, c'est là où il y a les écarts de 3 km/h qui se créent assez vite. Ensuite, Remco était moins fort aujourd'hui par rapport à Pogačar. Pogačar était au-dessus. Dans la descente, Pogačar est meilleur que Remco Evenepoel, même si Remco a réussi à faire la différence de manière assez surprenante. Après, sur le plat, c'est différent. Mais moi, ce qui m'a le plus impressionné, l'attaque de Pogačar est impressionnante. Les 15 secondes d'attaque, je ne sais même pas si ça dure 15 secondes vraiment, où il fait l'axel, c'est impressionnant, parce qu'il met vraiment une minace à ce moment-là. Et la force de UAE pendant toute la journée. Sivakov fait quand même top 10. On regarde, je n'ai pas regardé. Sivakov fait 6. Alors là, ça m'a remis encore une pub. Là, aujourd'hui, je suis procès avec l'Instat. Je ne sais pas pourquoi j'ai une pub géante qui s'affiche. Mais vous avez Sivakov qui est 6, Hirschi qui est 44. Et pourtant, on n'a pas tant vu que ça, Hirschi. Il n'était pas dans un grand jour, je pense. Maïka et Yates sont quand même à l'arrivée alors que les deux font un gros boulot. Il n'y a que Jan Kresten et Fischer Black qui ont abandonné. Mais Sivakov fait quand même 6, malgré le tempo dans Sornado. C'est pour dire la force collective actuellement de cette formation par rapport aux autres structures. Et encore, certains diraient la force, elle est là sur les grands tours. Moi, je dirais que là où ils sont le plus forts en termes de collectif, UAE, c'est sur les classiques. Les Ardennaises, ils ont un collectif sur ces épreuves-là. Ardennaises, Lombardie, qui est au-dessus du lot. Il n'y a aucune équipe qui est en capacité de rivaliser avec eux sur ce type d'épreuve. Autant sur les grands tours, Visma peut rivaliser
Bora peut rivaliser aussi un petit peu s'ils mettent l'Armada avec Vlasov, avec Janeley, s'ils mettent tout le monde. S'ils mettent l'année prochaine Pellizzari, par exemple, ils peuvent rivaliser. Mais sur les classiques, il n'y a aucune équipe qui arrive à rivaliser, comme Alpecin avec les Flandriennes, où personne n'est en capacité de rivaliser avec la force collective d'Alpecin. C'est là où il fait la différence, Pogacar. C'est sur la force collective de son équipe, pour moi. Et c'est là où il va peut-être falloir régler quelque chose au niveau des budgets de cap, mais on en parlera dans la vidéo de domination de Tadej Pogacar. Deuxième, Remco Evenepoel. Il a pleuré à l'arrivée, Remco, je le comprends, parce que il avait quelque chose à régler avec cette course. Il tombe à Sornado. Je pense qu'il n'avait pas participé à Lombardie depuis là même. Peut-être qu'il l'avait fait une autre fois. Si je regarde Remco Evenepoel statistiques, j'ai oublié de vérifier. Il a fait 4 fois le Lombardie. S'il l'avait fait l'année dernière, j'avais oublié, il avait fait 9e. Mais il n'avait jamais réussi à performer en Lombardie parce que 2020, il tombe. Voilà, il abandonne. 2021, il fait 19e. 9e au Tour de Lombardie. Sauf que en 2023, je crois qu'il ne fait pas une grande course. Il est un peu en difficulté pendant toute la course. Il n'avait jamais réussi à être performant sur cette épreuve. Contrairement à Liège où il a participé 2 fois, il a gagné 2 fois. Et je crois qu'il y avait vraiment un truc à régler avec cette épreuve. Il avait un compte à rendre. Et je pense que il avait, surtout dans ce sens-là, avec Sornano, il avait un truc à régler. Moi, j'ai été surpris qu'il arrive à faire la différence dans la descente de Sornano. Enfin, qu'il fasse la différence par rapport à ses adversaires dans cette portion-là. Parce que je me disais... Alors, même si j'avais oublié de... Je savais pas que c'était plus dans le même sens qu'on prenait Sornano. Qu'on prenait plus par le même versant. Qu'on prenait par le versant de la descente. Le versant de la montée, c'était en fait l'ancien versant de la descente. Mais bon, c'est quand même un endroit où il s'est retrouvé en grande difficulté et où ses dernières sorties, en plus à Remco, n'étaient pas exceptionnelles. Les dernières sorties qu'il a faites, Remco Evenepoel, c'est vrai qu'on n'avait pas été vraiment impressionné sur les dernières épreuves. La Coppa Bernocchi, par exemple, c'était pas très rassurant. Alors certes, il avait Van Sevenant, il y avait Cataneo, l'équipe était... Mais bon, t'as Van Sevenant, Cataneo, Le Serre, c'est pas du niveau des coureurs qu'il y a chez UAE, Masnada non plus, Peter Serry, Gil Gelders non plus, donc l'équipe était quand même bien plus faible, encore une fois, que la densité qu'a UAE. Mais il avait quand même Van Sevenant part dans le groupe d'échappés, Cataneo reste avec lui, et après derrière, il a dû se débrouiller, quoi. Il est dans la roue, il peut pas suivre. Je pense qu'il a bien fait de pas suivre parce que je pense que Pogacar était insuivable sur son accélération qui serait mis dans le rouge. Et que Pogacar est pas con non plus, il savait que sur ce type-là d'accélération, il est au-dessus d'un Remco Evenepoel. Vraiment sur le punch pur, il est au-dessus de Remco. Après, derrière, il fait quand même 2 aujourd'hui. Il peut être satisfait de sa saison, il peut être satisfait de sa performance. Il est double champion olympique. Derrière Pogacar, sur ces classiques-là, il a été le meilleur. Bon, c'est le deuxième homme. C'est le coureur il fait une saison accomplie cette année. Il fait quand même 6000 points UCI. Remco, vainqueur du Tour de l'Algarve, deuxième de Paris-Nice. Bon, abandon sur le Tour du Pays Basque, 7e du Dauphiné, 3e du Tour de France, double champion olympique. Sur le Tour de Grande-Bretagne, ça a été plus compliqué, mais il prend quand même une 5e place sur l'étape numéro 2. Champion du monde du contre-la-montre, 5e des championnats du monde de la course sur route, 2e du Tour de Lombardie. Compliqué de faire mieux. Après, c'est des saisons exceptionnelles. C'est le deuxième coureur cette année. Il y a Pogacar qui est devant. Mais derrière Pogacar, c'est lui, le numéro 2. Et pourtant d'une saison qui aurait pu basculer sur cette fameuse chute du Tour du Pays Basque, où il se fait quand même fracture de l'omoplate, arrêté pendant 6 semaines. On aurait pu se dire, cette fracture de l'omoplate va vraiment l'handicaper énormément sur la préparation du Tour de France. Pas du tout. On ne l'a presque pas senti, cette fracture.
ce problème. Et ensuite, il arrive à repartir. Voilà, il fait une énorme saison. Hein. 61 jours de course, 6000 points, ça veut dire 1000 points par jour. Hein. Pas 1000 points par jour, 100 points par jour. Pas mal quand même. 100 points par journée de course. Beaucoup de coureurs qui aimeraient faire aussi bien. Donc, c'est impressionnant. Impressionnant sur cette année. Donc, bravo Ranco et Evenepoel. Sandro Meurice, lui, il peut être satisfait de sa course. Il part dans l'échappée, c'est le premier coureur à l'arrivée, 10e. Il fait quand même une belle année, hein, une belle deuxième partie de saison. On l'a pas mal vu, hein, Sandro Meurice, 5e de Grande Piemonte. C'est pas vraiment une surprise de le voir dans le top 10, parce que quand tu regardes sa deuxième partie de saison, elle est vraiment pas mal. Notamment la Vuelta, il fait une très belle Vuelta. Hein. On le voit beaucoup à l'attaque, notamment, je sais plus c'est quelle étape sur la Vuelta où il part en solo. Il fait 60 bornes en solo en résistant à un groupe derrière plus d'une vingtaine de coureurs. 5e de Grande Piemonte, il a été 11e des championnats du monde de gravel, 10e du Tour de Lombardie. C'est une année accomplie pour Sandro Meurice. 32 ans. C'est pas mal. L'année, surtout si on compare à 2023, qui n'était pas exceptionnel. Alors ça est comparé aux saisons 2022, même 2018, c'est moins bien. À l'époque où il était chez Wanty, mais chez Alpecin, c'est une très bonne saison. Il aura encore un an de contrat l'année prochaine. Il a montré de très belles choses, et notamment en tant que baroudeur. Moi, je l'ai souvent vu à l'attaque. C'est vrai que je ne suis pas vraiment surpris de le voir performant cette fin de saison. Est-ce qu'il se concentrera même plus sur ces épreuves-là, désormais, Meurice ? Parce qu'il y a un vrai truc à faire. Hein. Parce que jusqu'à maintenant, ce n'était pas forcément les épreuves qu'il considérait plus que ça. C'est quand même un mec qui a fait 18e de Liège. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur ces épreuves-là, plus que sur un Tour des Flandres, par exemple. Où, là, à part servir d'équipier... on va dire un peu de faire valoir, il n'y a pas grand chose à faire. Là, je pense que sur ces épreuves-là, il y a vraiment des très belles choses à faire du côté de Sandro Meurice. Donc, très intéressant du côté du coureur du coureur belge. Il a fait vraiment une grosse course. Je sais pas si je peux avoir non, je peux pas avoir plus que ça au niveau de ses statistiques, mais oui, il fait 6h10 de course, hein, donc il n'y a pas grand chose de plus à faire au niveau du coureur. Non, ça a été une belle épreuve. Belle épreuve pour lui. Et, on voit que c'est un très bon baroudeur. Pas mal sur ces courses-là d'un jour. Bon, je pense qu'il y a un truc à faire vraiment sur ces épreuves-là, surtout que Alpecin n'a pas forcément énormément de profils performants là-dessus, donc il y a peut-être un truc qui peut être intéressant, que ce soit pour aider Van Der Poel, mais également pour jouer sa propre carte. Yann Izaguirre, comme je disais pendant la Vuelta, mais sur d'autres épreuves, heureusement qu'il était là. Yann Izaguirre, il finit bien l'année, 5e à Montréal, 4e ici à Lombardie, plusieurs top 10 sur le Tour d'Espagne. La première partie de saison n'avait pas été exceptionnelle, loin de là par rapport à ce qu'il est en capacité de faire, mais il finit fort, 1135 points marqués. Alors oui, c'est moins bien qu'en 2023, mais 2023 il avait fait une grande saison, mais c'est mieux, c'est quasiment aussi bien qu'en 2022. Même s'il est derrière au niveau des places en position. Je rappelle, c'est aussi un coureur qui a maintenant 35 ans, qui va bientôt avoir 36. Yann Izaguirre, l'année prochaine, il aura 36 ans, donc c'est un coureur qui n'est vraiment plus tout jeune. Son frère a pris sa retraite. Mais du côté de Yann Izaguirre, il finit bien. Il finit bien la course, hein, sur 250 bornes. Il a très bien terminé. C'est peut-être même son meilleur résultat sur le Tour de Lombardie. Il avait fait 6e à Lombardie. Ouais, il n'avait pas fait mieux que 6e. C'est une course qu'il a participé à 10 reprises, mais il a abandonné 6 fois. Il n'a fini que 4 fois, Tour de Lombardie. Il a une particularité, Yann Izaguirre. Il a fait les 5 monuments.
Il a couru sur les 5 monuments. Il a fait 2 fois Roubaix. Alors c'était en début de carrière, 2011 et 2012. Il a fait une fois le Tour des Flandres, aussi en 2011, qu'il avait fini. Paris-Roubaix, il avait fini une fois également. Puis après, il s'est concentré plutôt sur ses classiques plus typés puncher. Il a fait aussi Milan-San Remo dans sa carrière. 5e de Liège, ça remonte à 2017. Eh bien, il a amélioré son résultat sur un monument avec cette 4e place. Dommage, le podium était pas très loin devant avec Ciccone. Il échoue pour seulement 3 petites secondes. Mais je dirais que Yannis Aguirre a été solide, donc j'ai bien aimé. Puis je termine avec Ciccone rapidement. 3e, c'est une belle perf, Giulio. L'année n'a pas été simple pour Ciccone. Alors oui, il fait un Tour de France où il a décidé de jouer le général. Il sort du top 10 le dernier jour. La Vuelta, il abandonne très vite, sans être vraiment dans le coup. Dauphiné, il avait fait 8e. Il avait très très bien fini son Dauphiné. Il a couru très peu parce qu'il avait repris qu'au Tour de Romandie. Il avait eu des soucis au niveau de la selle. Donc c'est vrai que c'est une saison qui est moins bonne que 2023. Ça reste sa 2e meilleure saison en carrière, Giulio Ciccone. Et sur le Tour de Lombardie, lui qui a maintenant bientôt 30 ans quand même, Ciccone, parce qu'il est resté longtemps chez Bardiani, jusqu'à maintenant il avait fait 5e, donc c'est son premier podium également sur un monument. C'est la seule course où il a fini dans le top 10 au niveau des monuments. Il n'a pas réussi à le faire sur Liège ou sur Milan sans Remo. Et lui, il n'a jamais participé à Paris-Roubaix et au Tour des Flandres. Je crois que ça vaut mieux comme ça pour lui. Mais pourquoi je voulais mettre également Giulio Ciccone, c'est que la seule équipe qui a rivalisé avec UAE, pour moi sur cette épreuve, un peu, la seule équipe qu'on a vue un petit peu, c'est Lidl. Je trouve que collectivement, Lidl n'a pas été mauvaise. Et pourtant, c'était pas forcément l'équipe la plus impressionnante sur le papier. La Lidl Trek, c'est vrai que si on regarde la start list du côté de cette formation au départ, Lidl Trek, ils sont partis avec Mollema, Consoni, Bernard, Cataldo, Ciccone, Mosca, Skuns. Donc il y avait 3 coureurs qui pouvaient être intéressants, c'est Mollema, pour moi, Ciccone et Skuns. Skuns a été lâché assez vite, pas vraiment dans le coup, pas en capacité de remettre du rythme. Mollema, je vais pas vous mentir que je l'ai assez peu suivi, mais il finit quand même 12e, mais c'est pas le coureur qui m'a le plus intéressé. Donc c'est vrai que c'était pas forcément l'idéal pour cette formation. Consoni, à part sur le plat, il pouvait pas aider. Julien Bernard, il était tombé en plus jeudi. Donc c'était à Grande Piemonte, donc pas forcément facile. Cataldo, bon, l'année est compliquée pour Dario Cataldo, puis Cataldo il prend sa retraite je crois cette année. Mosca, bon, c'est aussi un équipier qui est bon sur le plat, mais en haute montagne c'est pas le mec qui va t'aider le plus. Donc c'était pas forcément évident. Oui, Cataldo, c'était même sa dernière course, je pense à Dario Cataldo dans sa carrière. Donc il n'y avait pas grand monde qui pouvait forcément aider. 47 jours de course seulement cette année, Cataldo. Ça a été une année compliquée. Il a souffert. Il a souffert sur cette saison, pas sur le Giro, pas de grand tour. Ces 2 dernières années de carrière ont été extrêmement compliquées. C'est vrai que sa chute sur le Tour de Catalogne il y a quelques années a fait beaucoup de mal. Mais du côté de Ciccone, voilà, il n'avait pas forcément une Dream Team autour de lui. Il a quand même réussi à s'en sortir. Je trouve qu'il finit bien. Donc voilà, je voulais le mettre en avant. Donc voilà, Giulio Ciccone, dernier coureur top sur cette épreuve. On regarde tout de suite les bonnes dames. Les flops du jour, les bonnes dames. Il y a 3 équipes et un bonnet d'âne, on va dire, individuel pendant ce dernier monument de la saison. On commence avec la Bahrain Victorious. Je ne sais pas qui a vu cette idée-là dans le bus. Je ne sais pas si c'était prévu le matin même. Ça n'a pas du tout marché. Ils ont mis quand même quasiment tous leurs œufs dans le même panier, à part Buitrago.
Ils ont mis tous leurs œufs dans le même panier au niveau de l'échappée. Et ça, je pense que c'était pas forcément l'idée du siècle. Alors, est-ce que c'était parce que Buitrago était pas exceptionnel et qu'il le savait dès le matin qu'il n'était pas dans un grand jour, sur les dernières sorties de Buitrago? Je n'ai pas regardé. Ou est-ce que c'est vraiment une stratégie qu'ils ont eue? Mais Tibéri fringale, vraiment fringale, voilà, dans l'échappée. En même temps, prendre une échappée. C'est un jeune coureur, Tibéri, il faut l'avoir en tête. C'est un coureur qui a moins de 25 ans. Prendre l'échappée sur un monument, ça peut marcher. Mais ça reste comme. Alors, déjà, ça marche mieux quand même sur Paris-Roubaix, qui je pense est le monument où prendre l'échappée fonctionne le mieux. C'est quand même plus compliqué sur le Lombardie, parce qu'il y a 4008 de dénivelé positif. Donc, il faut se les manger déjà. Et c'est plus compliqué parce que c'est une épreuve avec beaucoup de montées. Il faut, quand tu prends une échappée comme ça, s'alimenter. C'est obligatoire. Et c'est pas forcément simple parce que tu es quand même comme l'étape était à 42 de moyenne, eux, ils roulaient vraiment à 42 ou 43 de moyenne. Ça veut dire que ça amusait pas vraiment la galerie dans cette échappée qui s'est pas faite facilement en plus. Hein. Ça a été un petit peu au forceps. Et bah, le fait d'avoir oublié de s'alimenter, bah, à un moment il l'a payé, hein, parce que vraiment il a explosé complet. Sauf que Buitrago n'était pas dans un grand jour. Dans le même temps, Caruso, qui fait une année 2024 loin d'être exceptionnelle. Hein, on va pas se mentir que Caruso c'est difficile. Mohoric, là aussi, hein, on n'est pas sur une année grandiose de la part de Mohoric. Et tu perds Tibéri et Caruso dans l'échappée. Et l'équipe fait un four complet aujourd'hui. Le meilleur coureur, c'est Zambanini, qu'on avait vu sur la Croix Race, où déjà l'équipe n'avait pas été exceptionnelle en termes de stratégie d'équipe. C'est vrai que j'ai pas fait les 2 dernières étapes de la Croix Race, je n'avais pas grand chose à dire, très clairement, donc voilà, je me suis arrêté. Oui, j'ai pas fait l'étape 5 et 6, qui étaient 2 sprints. Il y a eu la bagarre pour le général, Andresen a tenté de choper le général à McNulty. Mais c'est vrai que c'est quand même une course qui a été vraiment défoncée par les conditions climatiques. On a perdu. Il y a la moitié de la course qui n'a pas pu se faire en kilométrage. Donc ça a été. Il y a au moins un tiers qui a été sucré en termes de parcours. Donc c'est devenu une course insignifiante. C'est déjà pas la course de l'année, mais alors là c'est vraiment devenu une course beaucoup plus insignifiante. Mais pour revenir à Zambanini, bon, déjà, je m'attendais pas à ce que ça soit forcément lui le meilleur coureur de l'équipe. C'est quand même un bon résultat pour Zambanini de faire top 30, mais c'est vrai que pour la Bahrain Victorious, c'est compliqué. Et c'est une équipe, encore une fois, qui a un budget à 30 millions d'euros. C'est pas un petit budget, hein, Bahrain Victorious. C'est plus un budget aussi important par rapport aux adversaires que ça a pu l'être à une époque, mais c'est quand même pas une petite équipe. Sauf que c'est une équipe qui a jamais réussi à avoir des résultats à la hauteur du budget qu'elle mettait. C'est-à-dire que à part la demi-saison après la chute de Landa, à part le petit bout de saison après la mort de Gino Meder aussi, où ils ont un peu collectionné les résultats, sinon c'est une équipe qui a toujours été décevante, que j'ai toujours trouvé extrêmement décevante. Les résultats ne sont pas exceptionnels. Alors certains vont dire oui, c'est parce que maintenant ils prennent plus de produits alors qu'avant ils prenaient des produits. L'enquête a jamais vraiment abouti en plus, cette enquête française. Parce que pour l'instant on attend toujours les conclusions de l'enquête sur la Bahrain Victorious. C'est un peu comme. Il y avait une enquête comme ça avec Arkea. Je ne sais pas si elle est encore en cours là, autour des Quintana. Je ne sais pas si elle s'est arrêtée quand Quintana a été chopé pour tramadol. Mais du côté de la Bahreïn, il y a une enquête qui est toujours en cours. Je ne sais pas si ça aboutira un jour à quelque chose du côté de la Bahreïn Victorious. Mais les résultats depuis 2 ans sont pas exceptionnels. Et là, cette année, vraiment, ça n'a pas été bon pour moi du côté de la Bahreïn. Parce que tu as une équipe qui est quand même un petit peu vieillissante. Heureusement que tu as Tibéri, au final. Un peu Bauhaus derrière. C'est quand même très compliqué. T'as plus Milan pour te sauver. Ce qui était le cas en 2023, c'était Milan qui t'avait sauvé. Et là, t'as plus Milan.
Moi, je me demande quand même dans quel merdier s'est foutu Martinez pour y aller. Parce que je trouve que c'est pas l'équipe où il fallait aller. Et puis, les dernières sorties de la Bahreïn, en termes de stratégie, c'est le néant. Hein. La Crores, déjà, on en avait parlé. Je comprenais pas du tout la manière dont il courait. Parce que tu avais Zambanini. Tu avais 3 mecs qui sprintaient. Tu avais un jeune coureur italien. J'ai oublié son nom. Bruto Messo. Voilà, qui sprintait aussi. Tu avais 2 mecs qui sprintaient. Tu avais Buratti aussi qui sprintait. Donc il y avait 2-3 mecs voilà, qui sprintaient en même temps. C'était assez incompréhensible, ce qui leur a fait quand même perdre l'étape numéro 4, où ils ont été battus, parce qu'ils n'ont pas réussi à se mettre ensemble. Il y avait Fred White aussi qui sprintait, c'est vrai. C'était vraiment un sacré bordel. Et cette année, ils ont gagné à 12 reprises. Le Tour de Luxembourg, notamment avec Tiberi. Govkar, qui a gagné. Il y a eu Traen sur le Tour de Suisse. C'est vrai, en échappé. Mais bon, c'est quand même maigre hein, comme bilan. 10e place de Buitrago sur le Tour de France. 5e, oui c'est vrai que j'ai oublié Buitrago aussi dans les coureurs qui ont été bons cette année. Bilbao avait été très bon en début de saison et ensuite il s'est écroulé. Bilbao, vraiment, il était très bon sur la première partie d'année. Il a fait Montréal aussi où il prend la 2e place, mais en gros sur sa 2e partie de saison il n'y a que Montréal où il a été bon. Alors que le début de saison était vraiment canon. Et ouais, pour le reste, l'année a quand même été extrêmement compliquée, je trouve, pour cette formation. Il va falloir essayer d'accélérer les choses. Bon, ils vont renouveler un petit peu leur effectif. Il y a des poids morts qui vont un peu quitter l'équipe. Hein, je pense à Milosevic, notamment. Mais ça reste compliqué, je trouve, dans cette formation. Ça reste très, très compliqué en termes de résultats. On poursuit. 2e équipe, Ineos. Bah, heureusement qu'il y a eu Arensman hein, là, pour sauver un petit peu les meubles avec sa 15e place. Vraiment, Ineos, on en parlera dans les tops et flops de fin de saison au niveau des équipes, mais Ineos, c'est devenu une équipe banale. Mais c'est pas un budget d'équipe banale. C'est le 3e budget, 3e, 4e budget aujourd'hui au niveau mondial. Hein. Ça s'équivaut avec Red Bull. Red Bull commence à rattraper son retard en fait sur Ineos. Actuellement, Ineos, avec le budget qu'ils ont, j'ai du mal à comprendre leur stratégie. Hein. Y a quand même des coureurs, Cameron Wurf, Viviani, pas se mentir, c'est compliqué. Vous avez là, on décide de ne pas prendre Pidcock, un peu une punition à la Jean-René Bernaudot. Ouais, sauf qu'on parle d'Ineos, quoi. Depuis la mort, en fait, grosso modo, le déclin, il est depuis la mort de Nicolas Portal. Pas compliqué, c'est une équipe qui est sur le déclin. C'est même pas l'arrivée du sponsor Ineos, hein, la fin de Sky, passage à Ineos, ça s'était plutôt bien passé. Non, c'est la mort de Nicolas Portal. Ils ont complètement perdu leurs moyens. Et ça se voit que ça se passe pas très bien dans cette formation. Les dernières infos quand même du côté d'Ineos, donc Pidcock qui commence à draguer d'autres équipes alors qu'il a toujours un contrat. Ça devient la nouvelle mode du côté du cyclisme. Luc Roveux qui a passé toute sa carrière chez Ineos et qui part chez Decathlon pour être manager. Enfin pour être directeur sportif. Normalement, quand tu passes toute ta carrière dans une formation, tu deviens directeur sportif dans cette formation-là. Si tu deviens directeur sportif. Là, c'est très rare d'avoir ce genre de situation. Donc, il quitte Ineos. Peut-être que sur les derniers temps, c'était compliqué. Pablo Castrillo, qu'on nous annonçait le contrat quasiment signé pour Ineos, qui part chez Movistar. Ça fait quand même beaucoup d'infos qui sont pas très rassurantes, je trouve, pour l'équipe. Il y a vraiment, en ce moment, un vrai problème. T'as des coureurs qui sont quand même extrêmement vieillissants. Le vrai problème d'Ineos actuellement, c'est que t'as des coureurs qui sont très vieux, t'as des coureurs qui sont extrêmement jeunes. Il y a très peu de coureurs en fait entre 25 et 30 ans.
dans cette formation. Ils ont Ghana et en plus de coureurs performants sur cet âge-là, ils en ont très peu. Ils ont beaucoup de jeunes, beaucoup de vieux. Entre les deux, il n'y en a pas énorme. C'est vrai que l'année dernière, ils perdent aussi Guggenhardt, hein, parmi les coureurs qu'ils ont perdus sur la saison. On a l'impression que tout le monde quitte le bateau. Et surtout, on ne sait pas où le capitaine veut aller. Parce qu'on recrute de très jeunes coureurs, sauf que pour le moment ça marche pas plus que ça, à part Sheffield, surtout les jeunes qu'ils ont recrutés à 18 balais et Tarling. Le reste, c'est compliqué. Et puis Tarling, ça reste un coureur qui pour le moment n'est spécialisé que sur le contre-la-montre. On a aussi la dépression de Leo Hayter. Est-ce que c'est dû à l'ambiance dans l'équipe? Ethan Hayter qui se bat aussi, hein, de cette formation. C'est très très inquiétant, je trouve. Hein. La situation actuelle d'Ineos me rassure absolument pas. Moi, je ne sais pas comment ça va se passer dans les mois à venir dans cette équipe. Mais le sponsor, en plus, on ne sait pas trop s'il a les reins si solides que ça. Parce que Ineos, le mec fait aussi dans le football, hein, avec le club de Nice notamment. Sauf que Ineos Grenadiers, bon, c'est des bagnoles de luxe, hein. C'est du Hummer moderne, hein. Grosso modo. L'Ineos Grenadiers, c'est un Classe G, un Hummer moderne. Donc c'est un truc cubique qui fait du 4x4 dans des ornières d'1 mètre de profondeur. Mais actuellement, ça se vend pas tant que ça. Ça se vend moins que les SUV de chez Lamborghini, hein. Donc je sais pas si ça va tenir très longtemps financièrement. Et puis, à bout d'un moment, ils vont peut-être se lasser, quoi. Les résultats ne venant pas, au bout d'un moment, on va se dire, bon, est-ce que je continue dans le cyclisme? Est-ce que je veux pas mettre plus d'argent dans le foot? Est-ce que je veux pas investir dans un autre sport? Parce que là, les résultats ne sont pas là. Et puis en plus, avec la gestion de sportif qui en ce moment est assez approximative, parce que le coup, là, quand j'ai entendu Pidcock se fait punir, je me suis dit, mais on est chez Jean-René Bernaudot, quoi, là. Parce que c'est Jean-René Bernaudot qui faisait ça, de punir des coureurs. Marc Madiot le faisait un peu. Et, putain, pas Ineos, quoi. On est vraiment redescendu, descendu, même bien bas. Dylan Tuns, pour Israël, ça devait être sa dernière course avec Israël, hein, lui qui va rejoindre Cofidis. Ça sera important de se relancer chez Cofidis, 26e de ce Tour de Lombardie. C'est loin d'être exceptionnel. Son passage chez Israël restera pas dans les annales. Vraiment loin de là. Lui qui avait changé d'équipe en cours de saison, hein, il était passé de Bahreïn à Israël au mois d'août. Ça n'a pas forcément eu l'effet escompté en termes de résultats. C'est vrai que c'est 2 ans et demi chez Israël. Il devait amener dans un premier temps les points pour essayer de faire que Israël reste en World Tour. Ça n'avait pas marché. Bon, ensuite, quand on regarde les 2 dernières saisons qu'il vient d'effectuer sont pas les meilleures, loin de là, de sa carrière, hein. C'est vrai que si on regarde sur les 10 dernières années, c'est vraiment presque les plus mauvaises, avec des résultats avec assez peu de réussite, hein, en termes de résultats sur ces 2 dernières saisons. Donc c'est un coureur qui pourtant n'est pas si vieux que ça, hein, puisqu'il a 32, il aura 33 l'année prochaine. Il est du mois de mars, donc c'est un coureur qui reste sur un âge qui n'est pas du tout canonique. Il a encore une course, il a encore la Utso Maya Japan Cup, mais l'année 2024 restera pas dans les annales, hein. 584 points, heureusement qu'il y a eu la Flèche Brabançonne et le Tour des Flandres, qui apportent à eux deux 350 points sur les 584 de l'année, hein, donc, et après, le reste, c'est très calme, hein, en termes de résultats. Il fait 15e de Liège, 15e de l'Amstel. Voilà, si tu enlèves le mois début de mois d'avril, si tu enlèves ces 20 jours de course, là, entre Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège, après, le reste, c'est le néant, hein, en termes de résultats. Donc, j'espère qu'il va réussir à se relancer chez Cofidis. Il aura un rôle de leader, il aura quand même pas mal de liberté. Changer d'air, ça va peut-être lui faire du bien parce que Israël, ça n'a pas été une réussite, hein.
vraiment sur ces deux saisons et demie. Il y a... tac, 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 tac. Oui, il n'y a pas de résultat majeur. Hein. Je regarde même la saison l'année dernière. Il n'y a surtout pas de victoire. Et assez peu de résultats importants à part le Tour de Grande-Bretagne quasiment. Donc c'est quelque chose qu'il faudra améliorer chez Cofidis. Et puis je termine avec la Coratec. Bon, bah, quand je parlais d'équipes de deuxième division qui aujourd'hui font figuration, aujourd'hui c'est très compliqué la deuxième division. Pour certaines teams pour exister parce que si vous avez... Aujourd'hui il y a des contraintes financières qui sont bien plus importantes qu'en continental, en pro team. Sauf que la visibilité pour certaines équipes, elle n'est pas meilleure. Aujourd'hui, la Coratec a la visibilité d'une équipe continentale italienne. Vous avez des équipes françaises, Saint-Michel par exemple, qui a trouvé un nouveau sponsor, je ne sais pas si vous avez vu, qui est un constructeur de maisons, qui est un mec qui fait des maisons. Saint-Michel a plus de visibilité aujourd'hui que Coratec en ayant moins de contraintes financières que Coratec. Ce qui fait que c'est très compliqué d'avoir un impact au niveau des courses. La Coratec, aujourd'hui, 104, 112e. Il n'y a que 2 coureurs qui finissent. C'est Darbelay 104 et Baldaccini 112. Ponomar, Amela, Mazotto, Oliveiro, Iacchi. Iacchi n'a même pas pris le départ. Les 4 autres, pardon, ont abandonné. Et malgré Ponomar qui a un petit talent, hein, quand même, l'Ukrainien. Je regardais les résultats hier de cette formation pour confirmer un petit peu mon ressenti. C'est une équipe qui a gagné 5 courses et par 2 coureurs différents seulement. Hein. C'est Tsarenko qui a remporté 2 courses en catégorie 1-2, donc une continentale peut participer à ces courses-là, et Mareshko qui a remporté une 2-1 qui était le Tour d'Hélas, une 1-2 qui était le Circuito del Porto et une étape du Tour des Man qui est leur victoire la plus importante de la saison avec une Pro Series. Il y a eu également une 4e place sur la Coppa Sabatini, mais une équipe Conti aujourd'hui italienne est en capacité d'aller sur ces épreuves-là. Donc en fait, l'apport d'avoir le statut continental, enfin pro, le statut pro team, n'est absolument pas intéressant pour cette équipe. C'est quand même une formation là, qui cette année a 28 coureurs, dont 4 stagiaires, ce qui fait beaucoup en plus hein, en termes de masse salariale, pour des résultats qui sont de l'ordre de 0. Quoi. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer l'année prochaine pour l'équipe, mais bon, je ne suis pas très rassuré par cette formation, et surtout que les invitations sur les grosses épreuves, elle a du mal à les avoir. Même sur le Giro, par exemple, cette année, l'équipe n'a pas fait le Giro. Son calendrier a été assez calme hein, sur les grosses épreuves. Donc, je ne sais pas s'il y a un intérêt, encore une fois, à ces formations-là à rester en deuxième division. Je me demande vraiment. Mais bon, on verra à l'avenir ce qui se passera du côté de l'équipe Coratec, mais je ne suis pas très rassuré par cette formation. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On finit par la tournée asiatique. Il y aura peut-être une vidéo sur le chrono des nations. Je pense qu'on fera une petite vidéo assez courte aujourd'hui, ce soir, sur le chrono des nations. On débriefera tout ça sur la course élite. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.